Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire. Je me présente, je suis Nathalie Devino, assistante au service prévention chez Harmonie Mutuelle. C'est avec grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'1 heure sur le thème « À l'aise pour surfer sur le net en toute sécurité ». Donc, c'est une conférence qui s'inscrit dans le cadre de notre programme national Demain s'invente aujourd'hui, qui est proposé par Harmonie Mutuelle depuis plusieurs années pour nos adhérents âgés de 50 à 70 ans. Et ce programme a pour objectif de vous accompagner à préparer, anticiper, organiser ou tout simplement profiter pleinement de cette nouvelle tranche de vie en autonomie et en bonne santé. Voilà. Donc pour cette édition 2024, on a programmé 20 webinaires à ce jour. On vous proposera différentes thématiques animées par des experts qui vous partageront des conseils pratiques et des points de repère pour passer d'une vie active à une retraite positive. N'hésitez pas à vous inscrire via le lien qui est joint en bas de l'écran. Voilà, et dans la barre du chat, on va la remettre également. Vous aurez aussi une documentation en lien avec la thématique d'aujourd'hui qui sera directement téléchargeable depuis la touche Apps en bas à droite de votre écran. Pour le bon déroulement de cette séance, on a coupé vos micros et vos caméras. Donc, si vous avez des commentaires à effectuer, des questions à poser, vous pouvez mettre vos commentaires dans l'onglet chat en bas de votre écran et des questions dans l'onglet questions. Voilà. Donc aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Albin Strohmayer, qui est animateur numérique, à qui je vais laisser la parole dans quelques instants. Albin, c'est à vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable rencontre et on pourra poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Effectivement, donc je m'appelle Albin, je serai votre hôte et j'espère vous apporter plein d'informations qui vous seront utiles. L'objectif étant de vous rassurer un petit peu et de vous proposer plein de bonnes pratiques pour justement pouvoir surfer en toute sérénité sur Internet. Donc moi, je propose qu'on commence par un petit sondage. Nathalie, nous avons préparé des petits sondages. Nathalie, là, on avait lesquels en premier? On est prêt de ce côté-là? On avait un petit sondage sur est-ce que Internet est dangereux? Oui, non, ça dépend. Seulement pour les autres, moi je gère. Voilà. Alors on va pas faire non plus une diatribe sur le terme dangereux en lui-même, mais effectivement, j'ai envie de dire qu'un petit peu quasiment tout est dangereux. Par contre, ce sont les risques que nous va prendre vont faire que le danger sera peut-être plus probable. Bon, alors nous avons une majorité de ça dépend. 22% de oui, 6% de non et 1% de seulement pour les autres. Alors, la majorité a correctement répondu. La réponse était bien évidemment ça dépend, puisque comme on vient de le dire, ça va dépendre des risques que l'on va prendre. Donc, pour attaquer un petit peu cette chose, ce webinaire, pardon, je perds un peu mes mots. Je vais commencer par rappeler un petit peu, et peut-être même certains apprendre, les différents modèles économiques des géants du web. Alors, les modèles économiques des géants du web sont basés sur la collecte de nos données personnelles. Partout où on utilise un service gratuit qui génère de l'argent à une entreprise, quand on est dans le numérique, il y a de très très fortes chances que nos données personnelles, notre vie privée, soient utilisées comme monnaie d'échange pour que ces entreprises gagnent de l'argent. À titre d'exemple, vous utilisez quasiment tous, je suis persuadé, au moins un produit Google. Google a fait 307 milliards de chiffre d'affaires en 2023 et absolument rien n'est payant chez Google. Donc, il y a probablement beaucoup de données qui nous appartiennent, qui sont les nôtres, qui sont échangées via ces réseaux. Les réseaux sociaux fonctionnent de la même manière.
ils gagnent de l'argent en récoltant des données sur nous pour nous afficher des publicités qu'on appelle des publicités ciblées. Et beaucoup de gens s'offusquent de l'apprendre alors que c'est marqué dans les conditions générales d'utilisation. Donc, voici un exemple. Vous savez, l'énorme pavé que tout le monde accepte sans lire au moment de créer un compte. Et donc, ces conditions générales d'utilisation, dedans, tout est marqué, même si c'est effectivement des fois un peu indigeste. J'invite tout de même à aller jeter un petit œil dedans pour se rendre compte exactement de ce qui est dit. Sachez aussi d'ailleurs que pour la plupart de tous les réseaux d'ailleurs, vous êtes libre, vous avez le droit de demander une copie de vos données personnelles qu'ils détiennent. Voilà, donc ça c'est assez, on va dire, important de le savoir pour pouvoir se faire une idée. Ensuite, sans transition, tant qu'on est dans les réseaux sociaux, on va parler un petit peu de leur fréquentation. Donc ça, ce sont des chiffres qui datent de 2021, puisque c'est une infographie de 2022, qui montre que du coup, Facebook est encore le réseau le plus majoritaire en termes d'utilisateurs. Et derrière, on a WhatsApp et Instagram, sachant que ces trois réseaux appartiennent à la même entreprise qui s'appelle Meta. Donc anciennement Facebook, qui ont changé de nom pour des raisons de loi aux États-Unis. On voit après que derrière arrive Snapchat, TikTok, LinkedIn, Pinterest et Twitter. Enfin, X maintenant. Alors, on parle de LinkedIn aussi, puisqu'effectivement, LinkedIn aussi repose aussi sur la collecte de données. Alors, mis en relation avec tout ça, il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que plus on y passe de temps, plus ils collectent de données, plus ils gagnent de l'argent. Mais ça permet aussi à leurs algorithmes de nous enfermer dans ce qu'on appelle des bulles de filtre. Alors, ces fameuses bulles de filtre font justement que ces publicités ciblées peuvent nous retrouver facilement, connaissent nos goûts, savent ce qu'on aime et que quasiment toutes les publicités qu'on voit sont des choses pour lesquelles on s'intéresse. Ces bulles de filtre, alors elles peuvent avoir un intérêt pour nous puisque ça nous permet nous de trouver des informations plus facilement. Par contre, elles permettent plus facilement aussi de créer un profil d'une personne. Voilà, donc ça, ce sont des données que eux ont, mais ce sont des données qui peuvent malheureusement fuiter. Donc, bien évidemment, moins j'interagis avec des publications, moins l'algorithme propose des choses dans le même sens, moins on peut me cerner. Un petit peu comme quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne donnez pas tout de suite plein d'informations sur vous. Des fois, vous y allez un petit peu tranquillement. Voilà, vous ne voulez pas distiller trop d'informations parce que cette personne, vous n'avez pas forcément de feeling. Là, c'est pareil. Et pourquoi je dis ça? Alors, il y a une suite logique, bien évidemment. C'est que du coup, est-ce que déjà les données qu'on laisse aux réseaux sociaux sont réellement pertinentes au fait que nous, on utilise des réseaux sociaux? Et est-ce que les données qu'on met sur les réseaux sociaux sont vraiment pertinentes pour nous et pour tout le monde en général? Alors, pour illustrer un petit peu cette histoire de bulle de filtre, ici, j'ai l'exemple de 3 profils différents sur 3 réseaux différents. Et à chaque fois, vous avez, donc c'est des suggestions, des propositions, des pour vous. Voilà, donc chaque fois, ce sont des publications qui sont proposées pour nous. Là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, encore une fois, ça nous permet d'avoir des choses qui nous intéressent. Là où ça peut aussi être embêtant, c'est que ça peut aussi culturellement nous enfermer dans quelque chose. Donc, encore une fois, plus on passe de temps devant nos écrans, plus ces données sont, on va dire, plus notre profil peut être fait, plus ces données sont disponibles entre guillemets, et plus du coup on peut être identifiable. Donc, encore une fois, la probabilité de nous exposer augmente proportionnellement au temps passé sur ces services. Voilà, donc paramétrer ces applications. Voilà, par exemple, pour Facebook, mettre systématiquement tous nos contenus en privé plutôt qu'en public. Donc, vous savez, on peut choisir qui peut voir une publication. Bien évidemment,
verrouiller un maximum ces données de manière à ce que justement elles ne fuitent pas. Puisque là, du coup, on va passer sur la partie petit peu qui nous concerne là directement, qui va être comment se protéger, puisque face à ces services, on ne peut malheureusement rien y faire, mais ces données sont sécurisées, puisque bien évidemment, elles leur apportent de l'argent. Donc, ils font tout pour qu'elles ne fuitent pas. Même si ça peut arriver que ces données fuitent. C'est arrivé à plusieurs réseaux, à différentes époques, mais c'est pas non plus comme ça que, c'est pas de cette manière que ces données fuitent. La plupart du temps, c'est nous qui ne faisons pas attention et qui laissons fuiter nos informations. Donc, je vous propose de passer directement sur la partie pratique, c'est se protéger. Alors, pour ça, déjà, on avait un autre petit sondage concernant l'anonymat. Nathalie ? Allez, parfait. Alors, c'est super intéressant de voir les résultats se modifier au fur et à mesure, le classement. C'est chouette quand les gens participent. Ça fait super plaisir. Ah, ça bataille dure. Hein. On a quand même 3/4 qui se disputent le podium. 3/4, pardon, pas 3/3. 3/4 qui se disputent le podium et un petit oui qui se cache à la fin. Donc beaucoup ne savent pas, mais vous avez le droit. Et effectivement, non, on ne peut pas être anonyme sur Internet. Alors, effectivement, beaucoup ont répondu oui, mais il faut utiliser un VPN. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un VPN, ce qu'on appelle un réseau privé virtuel, c'est, on va dire, un intermédiaire qui permet de chiffrer nos données de notre machine jusqu'au site Internet que l'on consulte. Donc, ça va protéger, on va dire, l'interception, mais ça ne nous anonymise pas du tout, puisque le VPN, lui, connaît notre identité, notre fournisseur d'accès connaît notre identité, et sur nos comptes, en tout cas, nous sommes identifiables. Par contre, ça limite, on va dire, les interceptions de données, les interceptions potentiellement malveillantes de gens qui pourraient s'être connectés à notre réseau pour une raison X ou Y. Mais souvent, bon, les gens qui veulent récupérer des données préfèrent s'attaquer à des gros poissons, genre des entreprises avec des données sensibles pour on va dire, c'est comment le mot, pour prendre leurs données en otage, voilà, et demander une rançon. Voilà, donc l'anonymat sur Internet n'existe pas. On peut essayer d'être discret au maximum, ça, il n'y a pas de souci, mais l'anonymat total, ça n'existe pas. Je donne juste un exemple. Chaque machine, en fait, pour avoir une connexion, se voit attribuer une adresse qu'on appelle une adresse IP. C'est un peu comme la plaque d'immatriculation d'une voiture, mais pour une machine. Si on n'a pas cette adresse, on n'est pas identifiable, donc on n'a pas de connexion Internet. C'est obligatoire. En fait, on est obligé d'être identifiable par le réseau Internet pour avoir de la connexion, sinon ça ne marche pas. Donc dans tous les cas, l'anonymat à 100%, ce n'est pas possible. Donc, je vous propose un petit exercice dans le chat. C'est un petit peu le jeu des 7 différences. Je vais vous proposer 2 images que vous aurez peut-être probablement vu passer sur les réseaux des dizaines de fois. Sauf que cette fois-ci, je vais vous poser une simple question. C'est, sur chaque photo, d'après vous, quelles données personnelles on peut récupérer sur ces personnes? Je vous laisse 2-3 petites minutes pour y réfléchir et les observer. Elles sont volontairement petites, puisque du coup, si sur une photo toute petite, pendant un live, vous arrivez à trouver des données personnelles, je vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner sur une photo en haute définition sur un réseau ou un téléphone. Voilà, donc n'hésitez pas. Hein. Alors, membres de la famille, conjoint en famille, documents administratifs, des photos, le type de logement, effectivement, les photos de l'écran sur l'ordinateur, photos de l'écran, le matériel, emploi du temps, effectivement. Les données comptables, papier personnel, clé de voiture, tout à fait, documents administratifs, marque de véhicule. Effectivement, ce sont
tout ça, ce sont tout à fait des données qu'on peut retrouver sur ces photos. Alors, il m'a semblé juste voir passer une petite question pertinente dans le chat au milieu, qui, je pense, Ouais, demandait quel était le effectivement. rapport avec l'anonymisation et le darknet. Ah, le darknet. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Alors, si vous pouviez reformuler la question, éventuellement, j'essaierai d'y répondre si j'en suis capable. Donc, je continue de regarder les autres réponses en attendant. Oui. J'en profite aussi, Albin, pour relayer 2 questions de nos participants par rapport à LinkedIn. Oui. Il y avait Oui. une personne qui disait comment peut-on supprimer son profil de LinkedIn, et une autre personne qui disait qu'elle n'était sur aucune des applications sinon celle de LinkedIn. Une personne qui est à la retraite et qui a découvert que la DRH de son ancien poste professionnel avait enregistré tous les salariés sur LinkedIn, et comment faire pour supprimer son compte dans ce cas-là. Alors, pour supprimer son compte, alors je pourrais vous transmettre le lien qui vous donne la démarche à faire pour justement supprimer son compte LinkedIn. Je pourrais vous la donner en fin de webinaire. Vous savez quoi, Nathalie, je vais vous l'envoyer par email tout de suite, comme ça du coup, je vous laisserai partir. Je suis sur un deuxième ordinateur en même temps. Je vous fais suivre le mail, et comme ça vous pourrez le partager, ce lien qui donne la démarche à suivre pour supprimer son compte LinkedIn. Alors, d'accord. Okay. Je vous donne quelques petites secondes. Hop, hop. Voilà. Comme ça, je vous... Voilà, c'est envoyé. Hop, à la bonne Nathalie cette fois. Alors, effectivement, donc tout ce que vous m'avez cité, en fait, sont des données personnelles. Hein, pour en revenir à notre petit jeu sur ces images. Tout est une donnée personnelle. Tout ce qui nous concerne est une donnée personnelle. Et effectivement, tout ça sont des données auxquelles on ne fait pas forcément attention, parce que du coup, on est tellement habitué à les voir que du coup, on n'y prête plus attention. Je veux dire, si on a l'habitude de poser ses affaires à tel endroit, voilà, on ne fait pas... on ne fait plus attention, et si on prend une photo, en fait, c'est en arrière-plan, on n'y a pas fait gaffe, et ça peut donner des informations sur nous. La question de Serge était donc le darknet rend-il anonyme? Non, mais il le rend extrêmement discret et difficile à pister. Voilà. La majeure partie des choses qui se passent sur le darknet, donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le darknet, c'est un réseau, c'est un sous-réseau internet dans lequel en fait se passe d'autres choses, qui est beaucoup plus discret, qui permet d'échanges d'informations sensibles, et la majeure partie des informations qui circulent sur le darknet sont souvent des échanges entre des journalistes et leurs sources, notamment dans des pays avec des gouvernements très peu enclins à la liberté de la presse, par exemple. Et d'une manière générale, il se passe bien évidemment aussi des choses malheureusement illégales, puisque du coup, il est très difficile de retrouver les personnes. Mais ce n'est pas impossible. C'est juste que c'est extrêmement compliqué. Voilà. Maintenant, pour aller sur Facebook, utiliser le darknet, je pense que c'est un cas extrême qui n'est peut-être pas non plus très judicieux. Du moins pas très pertinent. Alors, donc pour en revenir à ces données personnelles, là, on peut donc faire fuiter, nous, de nos données personnelles tout seul. Juste en prenant une photo, on peut donner des informations sur nous. En partageant une photo, si... dans ma liste d'applications, je n'ai pas cité Google. Alors Google, j'en ai parlé au tout début, puisque du coup, Google, je disais, quasiment tout le monde a un produit Google. Si vous n'avez pas d'iPhone, votre téléphone, c'est Google. Si vous avez un autre téléphone qu'un iPhone. Si vous utilisez Google pour faire des recherches, vous utilisez Google. Si vous avez un agenda synchronisé, vous utilisez Google. Si vous utilisez un GPS Maps, c'est Google. Si vous regardez YouTube, c'est Google. Donc quasiment tout le monde utilise Google au moins une fois, un service Google au moins une fois par jour. Google est partout dans nos vies. Sauf si vraiment vous êtes totalement déconnecté. Alors là, c'est encore autre chose. Voilà. Et
Pour continuer donc sur mes données personnelles, voilà, donc faire attention à ce qu'on publie, c'est extrêmement important. Donc maintenant, en plus, la plupart du temps, on prend des photos avec nos smartphones. Il y a une chose qui est vachement bien avec les smartphones, c'est qu'on peut zoomer sur la photo pour vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui traîne. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant, mais avec les premiers appareils numériques, parce qu'on ne pouvait pas forcément zoomer, ou alors la qualité était toute petite, on n'y voyait pas forcément. Là, maintenant, on peut zoomer. On a des gros écrans qui nous permettent de voir les détails, donc ça, il ne faut pas hésiter à le faire. À propos de ça, Albin, Oui. je me permets Mmh. juste d'intervenir, Bien sûr. car il y a une participante qui demande justement: est-ce que la caméra de mon PC peut être activée de l'extérieur? Alors, techniquement, oui. Maintenant, il faut que vous soyez pris pour cible. C'est pas des attaques au hasard. Donc, si c'est faisable, en tout cas, maintenant, il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on s'en prendrait à moi? Parce que c'est rarement des choses, voilà. C'est quelqu'un avec qui on a échangé, avec qui on a discuté, qui s'est infiltré, qui nous a filé des choses pour lesquelles cliquer. Il faut que la personne ait accès à notre machine. Donc, soit en nous faisant télécharger un document, un faux document ou quelque chose comme ça, soit en ayant directement accès avec ma machine. Après, sinon, pour ceux que ça inquiéterait, la solution était simple. Découpez un petit carré de post-it, vous le collez dessus, vous êtes tranquille. Voilà, c'est je pense la plus simple, la plus efficace pour éventuellement calmer les personnes qui pourraient s'inquiéter de ça. C'est la solution qui, pour moi, la plus simple, la plus efficace. Et je me permets de répondre à la question de pourquoi quelqu'un voudrait accéder à notre caméra. Quelqu'un voudrait accéder à notre caméra, justement pour voir ce qui se passe chez nous, pour prendre des photos de nous, éventuellement pour espérer, et c'est des cas extrêmement rares, mais ça arrive, avoir des images de nous dans notre intimité et nous faire du chantage, nous menacer de les diffuser en échange d'argent. Ce genre de choses, c'est des choses qui arrivent, ce sont des choses qui sont rares, mais ce sont des choses qui peuvent se produire. Encore une fois, on est de l'ordre d'une probabilité très infime. Voilà. Et donc mettre un cache devant la caméra, comme je disais, découper un petit morceau de post-it, un petit carré de 5 mm, le coller dessus, ça suffit largement pour cacher cette caméra. Si vous ne vous en servez pas en plus. Après, sur certains ordinateurs portables, il est tout à fait possible de désactiver la caméra avec une touche ou deux touches. Moi, par exemple, j'ai une touche FN sur mon ordinateur qui est souvent placé à côté de la barre espace. Et en dessous, au-dessus, vous avez les touches F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Vous avez des petits logos. Moi, la mienne, il y a une caméra. Si je fais FN, F6, ça désactive ma caméra. Des fois, éventuellement, sur le mode d'emploi de votre ordinateur, vous pouvez la désactiver aussi. Voilà. Pour continuer, dans la catégorie protéger mes données, donc faire attention à ce que je dis, ce que je publie, bien évidemment. Et puis après, on va aborder un sujet qu'on fait tous, mais qu'on fait tous très mal, qui est le sujet du mot de passe. Alors, pour faire un bon mot de passe, il y a des règles à respecter. Et ces règles sont les suivantes. C'est qu'un mot de passe doit être long, à l'heure actuelle, 12 caractères minimum. Il doit être compliqué, donc contenir lettres, chiffres, symboles et les lettres majuscules et minuscules. Il ne doit avoir aucun rapport avec nous. Il doit être secret, et par secret, on entend qu'il ne doit être noté nulle part, puisque sinon il est potentiellement accessible. Il doit être facile à retenir, du coup, si on ne doit pas le noter, et il doit être vraiment secret, c'est-à-dire qu'un mot de passe, on ne le partage pas. Voilà. Donc, pour respecter ces bonnes règles, là, je pense qu'il y en a certains qui se disent oui, d'accord, il est gentil avec ses règles, mais du coup, ça devient super compliqué. Alors, heureusement, j'ai une méthode à vous proposer. Et donc là, je vous invite à éventuellement le faire en même temps ou alors bien le noter. De toute façon, je vais le répéter plusieurs fois, je pense, pour bien retenir la méthode, justement. Il y a une méthode, c'est que du coup, on ne fait pas un mot de passe, mais on va faire une phrase de passe. Donc, je vous ai préparé une petite phrase, un petit peu rigolote pour donner un exemple, et on s'en servira de mot de passe. Ma phrase sera donc « J'ai acheté 8 patates ce matin ». Voilà. À partir de cette phrase, on va créer un mot de passe. Alors,
là, on a donc lettres, caractères spéciaux et chiffres déjà. On a une apostrophe, un 8 et majuscules et minuscules. Donc normalement, on est bon. Mais c'est un petit peu long. En plus, il y a des espaces. Beaucoup de sites ne nous laissent pas forcément mettre des espaces dans les mots de passe. Donc, il va falloir condenser un petit peu tout ça pour que, ce soit pas trop long à écrire pour nous, parce qu'au bout d'un moment, quand il faut le taper 50 fois son mot de passe dans la journée, c'est fatigant. Il faut qu'il soit toujours efficace, il faut qu'on le retienne et il faut que du coup, il soit vraiment sécurisé. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va abréger un petit peu tout ça. Donc moi, en rajoutant des majuscules, je propose qu'on abrège le verbe acheter avec sa conjugaison en 3 lettres, G, H, T, comme ceci. Alors certes, des fois, certaines personnes, ça peut piquer un peu les yeux, les abréviations, ce genre d'écriture, mais c'est un exemple. Alors encore une fois, je dis bien, c'est un exemple et surtout, chacun aura sa propre logique. Si vous n'avez pas la même logique que moi, c'est pas grave, utilisez la vôtre. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon exemple, parce que vous auriez fait autrement, faites autrement, c'est tout à fait normal. Ensuite, il nous faudrait rajouter un chiffre. Donc là, ça tombe bien puisqu'on a une syllabe qui se prononce comme un chiffre. C'est la dernière, matin. Donc on peut remplacer le IN de matin par le chiffre 1. Voilà. Si c'est dans notre logique, bien évidemment. Donc là, on a donc des majuscules, des minuscules, de chiffres, mais on n'a plus de caractères spéciaux. Alors c'est là aussi où ça peut devenir un petit peu compliqué. L'idée, c'est de remplacer des lettres par des caractères spéciaux. Là, encore une fois, chacun fait en fonction de sa logique. Mais alors, je vais en remplacer 3. Je vais les remplacer une par une. Et donc, on va d'abord commencer par remplacer un A par un arrobase. Puisque du coup, ça ressemble à un A. On voit aussi que du coup, on a remplacé le E de patate par le symbole euro et le S de patate par le symbole dollar. Du coup, maintenant, j'ai 3 caractères spéciaux. Alors, moi, je les ai remplacés comme ça, puisque pour moi, ça me parle. Le A arrobase ressemble à un A, le symbole euro ressemble à un E et le dollar ressemble à un S. C'est ma logique. Et donc, voici mon mot de passe. Et si donc vous avez suivi depuis le début, vous connaissez la phrase, donc vous êtes capable de le lire et vous êtes aussi tout à fait capable de l'appliquer à une phrase que vous aurez choisie avec votre logique. Petit truc supplémentaire, c'est qu'il est très fortement recommandé d'avoir un mot de passe différent pour chaque compte que l'on a. Malheureusement, si effectivement on s'amuse à faire un mot de passe différent comme ça à chaque fois, cette fois-ci, c'est sûr, on ne s'en rappellera jamais. Mais il y a une astuce qui consiste à utiliser tout le temps le même, mais faire en sorte qu'il soit différent. C'est-à-dire que là, si on prend cet exemple-là, donc j'ai acheté 8 patates ce matin, on ne le change pas, on ne le modifie pas. Par contre, au début ou à la fin du mot de passe, ce qu'on peut faire, c'est rajouter le nom du compte. Par exemple, si c'est mon compte Google, ce sera Google, j'ai acheté 8 patates ce matin. Si c'est mon compte Facebook, ce sera Facebook, j'ai acheté 8 patates ce matin. Et à chaque fois, mon mot de passe sera donc différent et totalement sécurisé, en plus encore plus sécurisé puisque plus long. Alors, si vous voulez faire cet exercice, vous pouvez aussi tester si votre mot de passe est bon. Par exemple, il y a des sites qui permettent de tester notre mot de passe. Donc, on met notre mot de passe et du coup, on est totalement tranquille et on nous dit si effectivement notre mot de passe peut être piraté rapidement ou pas. Alors, j'anticipe certaines questions. Oui, alors si je donne mon mot de passe comme ça ou un site internet, qu'est-ce qui me dit qu'il ne peut pas l'utiliser? Eh bien, vous savez quoi? Regardez, moi, dans le chat, voilà, je suis en train d'écrire un de mes mots de passe que je vous partage. Voilà, je viens de vous partager un de mes mots de passe. Sauf que maintenant, vous ne savez pas sur quel site il va et vous ne connaissez pas l'identifiant, donc vous ne pouvez rien en faire. Donc, si vous donnez juste votre mot de passe, un mot de passe à un site internet, il ne pourra rien en faire. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Faut pas s'embêter. Alors, c'est question je réponds à Anne en même temps qui a répondu à mon mot de passe. Non, BIN, c'est juste 2 fois la fin de mon prénom en fait. Et j'insiste aussi sur le fait qu'un mot de passe ne doit pas contenir de données personnelles, puisque du coup c'est trop facile.
On peut du coup déduire des mots de passe avec ce genre de choses. Par contre, on peut rajouter aussi un petit truc. Quand on parle de protéger nos données personnelles et notre identité, le fait d'utiliser un pseudonyme plutôt que son vrai nom. Souvent, on utilise notre nom pour pouvoir être retrouvé par les gens qu'on connaît, mais du coup, on peut aussi être vu et retrouvé par des gens qu'on ne connaît pas et qui peuvent être mal intentionnés. Utiliser un pseudonyme, c'est aussi protéger son identité et ses données personnelles. Vous êtes des adultes, vous prendre un pseudonyme, vous pouvez le faire, je pense, très simplement. Petite astuce pour ceux qui voudraient un pseudonyme rigolo, vous prenez un prénom qui n'est pas le vôtre et comme nom de famille, vous prenez un mot du dictionnaire. Si en plus ça rime, ça peut faire des pseudos rigolos. Voilà. Mais voilà, c'est encore une chose, voilà, de pouvoir protéger son identité et de pouvoir être plus serein et ne pas venir se faire embêter par le tout venant. Voilà. Et pour conclure sur les mots de passe, sachez qu'il existe aussi des gestionnaires de mots de passe. Alors, un gestionnaire de mots de passe, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données qui contient tous nos mots de passe et qui est protégée par ce qu'on appelle un mot de passe maître. C'est une très bonne chose. Il y en a qui sont très bien. Il y en a un qui s'appelle KeePass, qui est même d'ailleurs recommandé par la CNIL, qui est très très bien. Donc, pareil, dans les ressources que vous pourrez télécharger à la fin de ce webinaire, vous aurez un lien pour aller voir sur le site de KeePass ainsi que le tutoriel d'utilisation et d'installation que la CNIL a fait il y a déjà quelques années. Ça a très peu changé. Il est extrêmement sécurisé, c'est une référence. Je l'utilise à titre personnel et professionnel. Je le trouve très bien. Du coup, j'ai qu'un seul mot de passe à me rappeler, c'est celui pour accéder à mes mots de passe. Donc, une fois que j'ai fait ce mot de passe-là, je peux avoir des mots de passe aléatoires de 400 caractères, c'est pas un problème. Voilà, ils sont enregistrés dedans, c'est pas du tout un souci. Et J'en profite, Albin, oui, il y a Nathalie. quelqu'un qui a une question. Peut-on lire mes mots de passe stockés sur une clé USB si elle est connectée à mon PC? Alors la réponse à la question elle va être ça dépend. Est-ce que si ces mots de passe sont dans un fichier texte, la réponse sera oui, potentiellement. Si la clé USB a comment les mots de passe sont dans une base de données protégée par un mot de passe, techniquement non. Voilà. Et j'en profite pour dire aussi que KeePass, vous pouvez l'installer sur n'importe lequel de vos appareils. Ordinateur, PC, Mac, Linux, téléphone, iPhone, Android, tablette, tout. Il y a une version pour quasiment tout. Voilà. Et oui, et pour comment ça s'écrit, c'est KEEPA2S. Voilà. Quelqu'un d'autre demandait s'il y avait un risque enregistré sur Authenticore, par exemple, qui est censé le protéger. Sur Authenticore. J'ai pas entendu. Je ne connais pas. Je ne connais pas Authenticore. Alors, je ne saurais pas répondre là-dessus et je ne veux pas vous répondre une bêtise, donc je préfère vous dire je ne sais pas. Je ne vois pas du tout ce qui est Authenticore. Je vois Authenticator, mais je crois que c'est un produit qui est en fonction. C'est différentes plateformes. Je sais qu'Amazon propose un Authenticator. Mais là, du coup, c'est géré directement par les plateformes, cette sécurité. Donc, ils ont tout intérêt à ce que ce soit sécurisé. Après, j'ai envie de dire que le risque est quand même très minime. Maintenant, c'est encore une fois vérifier les conditions d'utilisation, qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui en est fait, simplement se renseigner un petit peu sur les développeurs, comment ils sont gérés, chercher des articles de presse spécialisés qui en parlent un petit peu, qui donnent leur avis. Ça peut être aussi un moyen de voir, on va dire, la crédibilité et la sécurité de la chose. Voilà. Alors tiens, du coup, je fais un petit tour des questions aussi. On nous demande aussi, peut-on faire confiance aux des mots de passe Norton? Alors, Norton étant une solution payante, c'est leur image de marque qui est en jeu, donc je pense que oui.
Après, encore une fois, le risque zéro n'existe pas, peu importe ce que c'est. Je veux dire, c'est comme dans la vie de tous les jours, le risque zéro de se faire renverser par une voiture n'existe pas. C'est juste nous le diminuer. Et eux doivent le diminuer aussi. Donc, on peut faire confiance, encore une fois. Ça peut arriver que ça fuite. Ça reste quand même extrêmement rare que des comptes complets fuitent. Généralement, quand ça fuite, c'est qu'il y a un gros problème de sécurité. Ça vient généralement de sites Internet. Voilà, pas de spécialiste de la sécurité. Voilà. Alors je passe encore très rapidement les questions. J'en ai vu 2-3 qui étaient assez intéressantes. Je voyais, est-ce qu'il y a des personnes qui passent du temps à décortiquer les photos? Oui, des arnaqueurs. Les arnaqueurs aiment bien avoir des infos sur les gens en amont pour savoir si c'est des cibles intéressantes. Voilà. Est-ce que Quant est plus discret que Google? Quant est beaucoup plus respectueux de la vie privée que Google. Effectivement, vous en avez d'autres. Vous avez DuckDuckGo. Éventuellement, vous avez aussi les moteurs participatifs, par exemple Lilo et Ecosia. Voilà, qui se permettent de faire des recherches en alternative à Google qui sont beaucoup plus respectueux des données et de la vie privée. Et mon adresse mail s'est retrouvée sur le Darknet. Que faire pour la supprimer? Malheureusement, la supprimer, c'est impossible. Voilà. La grosse problématique d'Internet, c'est qu'il y a des problèmes de mémoire, il n'oublie rien, et qu'à partir du moment où, en plus, si ça finit sur le Darknet, c'est très très problématique. Si vous êtes très sollicité sur cette adresse mail pour tout et n'importe quoi avec des arnaqueurs en tout genre, des spams et autres, je pense que la solution malheureusement la plus radicale serait de prendre une autre adresse mail. Voilà, et de malheureusement devoir refaire la liste de vos contacts pour dire voilà, j'ai changé d'adresse mail. Mais par contre, la faire disparaître, c'est impossible. C'est impossible, ça demanderait une armée de hackers éthiques pour faire ce genre de choses, malheureusement. Voilà. Et un petit dernier, peut-on effacer certaines photos lorsqu'on est abonné au service augmentation Google pour augmenter la capacité de mémoire? Le terme effacer en numérique est très particulier puisque quand on supprime une donnée, il lui en reste toujours une trace quelque part. Voilà, mais techniquement, est-ce qu'on peut effacer certaines photos? J'ai envie de dire oui, si je vois bien à quoi vous faites allusion. Normalement, oui, mais ça peut être aussi une démarche un peu compliquée. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour de la plupart des questions. Je vais donc pouvoir enchaîner quand on parle de sécurité. Donc, un mauvais mot de passe fait qu'un autre compte peut être, n'importe lequel de nos comptes peut être piraté, pardon. Et c'est là qu'arrive une sécurité qui a été mise en place depuis un petit moment, mais qui peine à se répandre dans les chaumières, qui est la double authentification. La double authentification, c'est très simple. Si je me connecte à un compte en ligne, je reçois une notification sur mon téléphone qui me demande de valider cette connexion pour savoir si oui ou non c'est bien moi qui tente de me connecter. Donc, ça nous permet de valider la connexion et ça nous informe donc si jamais un tiers tente de s'y connecter. Ça m'est arrivé, moi ça m'arrive, par exemple, je suis souvent en déplacement. Dès que je change, je suis dans une autre ville, que je me connecte à mon compte via un Wi-Fi autre, qui n'est pas le mien, et ben du coup, je reçois une alerte Google qui me demande c'est pas ta ville habituelle, est-ce que c'est bien toi qui es en train de te connecter? J'ai juste à valider oui. Petite parenthèse, cela dit, petit point de vigilance, il existe 2 types de double authentification, soit via l'application directement, soit via un SMS. L'avantage de l'application, par exemple, je prends l'exemple des applications bancaires. Maintenant, les banques, elles nous envoient une notification qui nous fait aller dans l'application pour valider notre connexion. Et il y a encore certains services qui nous envoient simplement un SMS. L'inconvénient du SMS, mais j'y reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure, c'est que du coup, c'est une double authentification qui, si on a laissé trop de données personnelles traîner sur nous ou qu'on s'est fait pirater des données, peut nous coûter très cher. Mais j'y reviendrai un peu plus en détail dans la partie suivante, à laquelle je vais aller tout de suite, qui est les arnaques et comment les identifier. Puisque les arnaques, tout le monde peut être la cible d'arnaque, peu importe son âge, son origine, etc. Je tiens juste quand même à préciser avant toute chose que quand on est victime d'une arnaque, il n'y a pas de honte à avoir. Il ne faut pas hésiter à se défendre et à porter plainte. Beaucoup de gens victimes d'arnaque ont honte parce qu'ils disent je me suis fait avoir, je suis trop bête, etc. Il n'y a aucune honte à se faire arnaquer.
c'est malheureux, ça arrive, c'est extrêmement frustrant, on s'en veut, mais il n'y a pas de honte à avoir. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc là, je vous ai mis un petit pot pourri de SMS que vous avez quasiment tous reçus, je pense. Votre carte vitale arrive à expiration, votre colis a été envoyé, vous avez un retard de paiement de 35 €, vous allez perdre vos droits CPF, vous n'avez pas la vignette critère. Voilà, donc ça sont ce genre d'arnaque. Il y a quasiment tout le monde les a reçus, presque, au moins une fois, presque. Alors, on se dit souvent, mais alors ça veut dire que mon numéro de téléphone, il a été piraté ou là, il a fuité, etc. Mais il y a eu tellement de monde, en fait, que du coup, c'est pas possible que ça vienne d'une fuite. Non, il y a eu une enquête qui a été menée par un YouTuber qui est spécialisé dans la sécurité informatique et qui, du coup, en fait, a découvert que, enfin, il y a des gendarmes qui ont découvert en fait qu'il y a un appareil qui est utilisé normalement par les services de renseignement pour capter les numéros de téléphone de toutes les communications qui sont en train de se présenter dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Et tous ces numéros de téléphone sont enregistrés. Et apparemment, il y a des gens qui avaient bricolé ça façon maison, qui avaient mis ça dans le coffre d'une voiture et qui roulaient sur les routes. Donc en fait, ils ont intercepté quasiment presque tous les numéros de téléphone de France. Donc après, il y a la personne juste à prendre les numéros de téléphone, préparer les SMS, appuyer sur le bouton envoyer, c'est l'ordinateur qui envoie les SMS à tout le monde. Et quand on clique sur ces liens, si on clique, et ben du coup, on va nous demander un petit paiement, souvent dérisoire, de quelques centimes. On va nous demander notre numéro de carte bancaire, d'expiration, le nom, l'adresse, etc. Truc tout à fait classique sur un site qui ressemble trait pour trait au site d'origine, qui est bien évidemment une contrefaçon. Mais maintenant, vu qu'il y a la double authentification via les applications bancaires, ces transactions, elles ne seront jamais débitées. Donc, en soi, on n'a pas de risque là-dessus. Par contre, là où c'est un problème, c'est que les personnes récupèrent toutes les données qu'on a rentrées. Donc, notre nom, notre prénom, notre adresse, le numéro de carte bancaire, la date d'expiration, le cryptogramme, etc., etc. Et du coup, ils ont ça, mais ils peuvent rien en faire, ils peuvent pas nous retirer de l'argent puisqu'il y a cette double authentification. Donc, ce qu'ils font, ils nous rappellent 2-3 jours après en se faisant passer pour quelqu'un de notre banque qui nous dit « Il y a des opérations bizarres sur votre compte, j'aimerais les vérifier avec vous. J'ai 2-3 paiements qui sont effectués. On va faire un truc, on va faire une simulation de paiement. Vous allez les valider via votre application. Vous inquiétez pas, c'est sans risque, etc. » Et c'est là qu'ils vous piquent de l'argent puisqu'ils se font passer pour quelqu'un de confiance. Alors, astuce, si quelqu'un vous appelle, se fait passer pour votre banque, vous dites ne quittez pas, je vous rappelle, vous rappelez votre banque au numéro de fixe sur le standard et vous demandez c'est que cette personne, est-ce qu'elle fait bien partie de la banque? Voilà. Parce que généralement, si vous raccrochez, ils ne s'embêtent pas à rappeler. Voilà. Donc voilà. Si vous avez la première chose à faire, c'est douter raisonnablement, mais douter. Si vous avez un conseiller bancaire attribué, prenez son numéro de fixe, son numéro de portable, son numéro de poste, enregistrez-les dans votre téléphone, comme ça, vous voyez que c'est lui ou elle qui vous appelle. Si jamais c'est pas le cas, que c'est quelqu'un d'autre qui prétend être de votre organisme bancaire ou de votre opérateur ou votre assureur ou peu importe, raccrochez, vous dites là je n'ai pas le temps, je vous rappelle et vous rappelez, mais pas au numéro qui vous a appelé, au numéro que vous avez. Comme ça vous permet d'être tranquille et serein et surtout d'éviter justement les petites démarches abusives et les arnaques en tout genre. Pour ce qui est de ces arnaques, pareil, dans les ressources que vous aurez à voir, j'ai mis la fameuse vidéo des enquêtes sur les arnaques par SMS. Très intéressante. Attention, il y a quand même des choses un peu choquantes, notamment le comportement des arnaqueurs et arnaqueuses qui se permettent non seulement d'arnaquer les gens, mais en plus de les humilier par téléphone. Je préviens d'avance. Et ça peut être perturbant pour les personnes sensibles. Donc ça, c'est notamment pour ce type d'arnaque. Ensuite, on a ce qu'on appelle donc ça, c'est ce qu'on appelle du phishing. En gros, c'est je lance un appât et j'attends que ça morde à l'hameçon. Sauf que là, il lance plein d'appâts. Et on a aussi par mail. Alors ceux-là aussi, vous en avez sûrement déjà vu. Oui, les logos ont été modifiés pour les exemples. Mais en gros, voilà, ce sont des mails qui se présentent comme n'importe quel mail qu'on peut recevoir d'un service qu'on consomme.
généralement un service où on est facturé mensuellement, qui nous dit que le paiement a été rejeté ou qu'il y a un problème sur la ligne et qu'il faut accéder à mon compte, etc., etc. Et là, c'est pareil. C'est là qu'on va rentrer, tout est à l'identique. On va rentrer des informations. Pareil, si jamais vous avez ce genre de choses, on vous dit qu'il y a un prélèvement qui n'a pas été fait, ce genre de choses, vous contactez votre prestataire et vous lui demandez si effectivement c'est bien le cas. Voilà, ça, c'est vous assurez, vous vérifiez l'information avant de faire une action. C'est la chose la plus simple à faire. Certes, c'est fatigant, hein, passer des fois un quart d'heure au téléphone, attendre d'avoir un conseil pour lui dire est-ce qu'il y a bien un prélèvement qui a été rejeté et passer 30 secondes au téléphone. Mais voilà, c'est pour être plus serein, voilà, toujours prendre le temps de vérifier une information qu'on nous donne, surtout quand ça touche à notre argent. Et encore une fois, ça permet aussi tout simplement de récupérer des données personnelles sur nous pour éventuellement se faire passer pour un tiers de confiance et là, nous piquer de l'argent. Et sur la même chose, il y a aussi le fait que on peut aussi tout simplement se faire passer directement pour nous. Et là, on met un petit peu tout en lien. Je reviens à mon histoire de mot de passe de tout à l'heure. Fut une époque, il y a une dizaine d'années dans mon souvenir, beaucoup de gens se faisaient pirater leur compte Facebook parce qu'il y avait encore certaines failles de sécurité au niveau de Facebook et les gens toujours pas un bon mot de passe. Et énormément de gens se faisaient pirater leur compte. Et en fait, c'était des gens qui se faisaient passer pour nos contacts, ou pour nous-mêmes si on était le contact, et qui du coup demandaient à la liste de contacts que voilà, je suis un petit peu en galère en ce moment, est-ce que tu peux me dépanner 15-20 euros, je te les rendrai la semaine prochaine, etc., ou le mois prochain. Mais du coup, des bonnes âmes diront oui, je veux bien te prêter 15-20 balles, il n'y a pas de souci. Malheureusement, c'est de l'argent qui ne reverra jamais. Et si c'est 10, 20 contacts, 100 contacts comme ça, 20 euros par 100 contacts, ça fait 2000 euros. La personne a gagné 2000 euros. Et surtout, c'est qu'après, il y a 100 personnes qui vont dire eh, mes 20 euros, ils sont où? Donc, ça peut être très, très, très embêtant. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un petit tour des questions tant qu'on y est? Alors, on vient d'avoir une question sur depuis peu, on reçoit un message nous indiquant un rendez-vous sur Doctolib, puis que ce dernier est modifié. Est-ce que c'est une nouvelle arnaque? Alors, pas à ma connaissance, peut-être. Là, je ne suis pas au courant de ça. Alors, je vous invite à faire une recherche. Vous cherchez arnaque Doctolib. Voilà. Et si effectivement c'est quelque chose qui est avéré, qui a été dépisté et il y a souvent des gens qui s'emparent très rapidement de ce genre de sujet, je pense que vous trouverez l'information. Si vous ne trouvez absolument rien, restez dans le doute. Mais si d'ici quelques semaines, vous n'avez toujours rien, je pense que du coup, ça n'a rien à voir. Mais si on vous dit que vous avez rendez-vous sur Doctolib, normalement, c'est un rendez-vous que vous avez pris. Donc, normalement, ça me paraît étrange sur le principe. Qu'avons-nous d'autre, Nathalie? Quelqu'un d'autre nous demande quel est le risque réel de ces arnaques hormis le risque bancaire? Le risque psychologique déjà, puisque du coup, comme je disais, se faire arnaquer, ça fait pas du bien. Il y a des gens qui peuvent perdre beaucoup financièrement, mais qui peuvent aussi perdre beaucoup moralement. Donc effectivement, il peut y avoir un impact psychologique très fort à être victime d'une arnaque ou enfin, de n'importe quel crime de toute façon. Voilà. Et effectivement, il y a ce genre de choses, c'est aussi un risque supplémentaire. Et puis bien évidemment, le fait que nos données, s'il y a des accès à nos données personnelles, c'est qu'elles soient partagées et que du coup, on soit encore plus ciblé par des arnaques. Concrètement. D'accord. Il y avait une autre question. Si on fait un achat en cliquant sur une pub trouvée sur Facebook et si c'est finalement un escroc, peut-on se retourner contre Facebook pour avoir un remboursement et pendant combien de temps? Non. Ta réponse est claire et nette. Non, vous ne pouvez pas retourner contre Facebook. Vous avez accepté les conditions générales d'utilisation. Eux, c'est juste un hébergeur de contenu. Ils ne sont pas responsables du contenu. C'est comme le Bon Coin. Il y a quelqu'un qui vous arnaque, le Bon Coin, à part dire du coup, récupérez vos sous. Mais pareil, si vous n'avez pas payé via le système Le Bon Coin,
vous ne récupérez pas vos sous. Maintenant que sur le Bon Coin, par exemple, on peut payer avec le système Le Bon Coin, c'est éventuellement possible. Mais là, par contre, c'est la grosse problématique, c'est que du coup, moi, je suis hébergeur de contenu, je ne suis pas responsable du contenu. Il se dédouane totalement. Enfin, après, il y a une possibilité de recours, mais il faut aller au tribunal de Californie. Donc. Ok. Une autre question. Je me suis fait pirater sur un compte à Chypre de 29 € par mois pendant 6 mois. Pourquoi ne pas prélever plus? Pour des raisons de discrétion. 29 € par mois, ça vous paraît un abonnement classique, vous ne faites pas forcément attention. Par contre, si vous faites prélever tout de suite 1 200 €, vous allez le voir tout de suite. Et des fois, ça peut ne pas passer aussi auprès de la banque. C'est-à-dire que du coup, comme ça peut durer très très longtemps. Vous, ça a été 6 mois, ça aurait pu être 2 ans, sans faire attention. Et 30 € pendant 6 ans, ça fait quand même un petit joli chiffre. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est juste pour se faire le moins repérer. Un peu comme un pickpocket, si vous voulez. Voilà, je prends un petit truc discrètement, puis je prends encore un petit truc discrètement plutôt que de prendre directement tout le costume. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, je vais conclure sur une petite chose aussi. Je reviens un petit peu sur ma sécurité de compte et de mot de passe, ce que j'ai oublié tout à l'heure. Pour un smartphone, privilégiez un code à 6 chiffres pour déverrouiller le téléphone. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus sécurisé qu'un code à 4 chiffres déjà. On a aussi des schémas. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu des schémas comme ceci. Voilà, où on peut dessiner un schéma. Un schéma a moins de possibilités qu'un code à 6 chiffres. Donc, un code à 6 chiffres est la solution la plus sécurisée. De même que si vous utilisez l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre téléphone, il ne faut pas que ce soit le seul et unique mode de déverrouillage. Il faut que vous ayez une alternative, puisque je donne un exemple tout simple, mais votre visage peut changer, peut être modifié pour différentes raisons. L'application pourrait ne plus vous reconnaître. Si vous abîmez les doigts, vous vous blessez, vous vous brûlez, vous n'avez plus d'empreinte digitale pendant un temps, vous ne pouvez plus déverrouiller votre téléphone. Voilà, donc jamais seul. Vous pouvez le faire pour gagner du temps, mais il faut toujours avoir une alternative plus sécurisée, juste au cas où vous ne pouviez plus. Et le code à 6 chiffres, au minimum, c'est l'idéal. Et bien évidemment, code à 6 chiffres, on ne met pas sa date de naissance ou celle d'un membre de la famille. Bien évidemment, puisque sinon c'est trop facile. Voilà, il nous restait quelques petits sondages pour terminer aussi, Nathalie. On a des petits sondages, effectivement. Alors. Un petit contrôle des donner la connaissances. réponse. Soit des gens n'avaient pas le son, soit j'ai bafouillé. Mais je pense qu'il y en a qui n'ont pas forcément eu l'intégralité des 3 dernières minutes. Alors attention, schéma ça reste bien, mais effectivement un code à 6 chiffres, pas à 4, est le plus recommandé. Très bien. Si on ne met rien, ça va plus vite, certes, mais ce n'est pas du tout sécurisé. Si vous perdez votre téléphone, les gens ont accès à votre téléphone et aux données qu'il y a dedans, encore une fois. Quand on pense vie privée, on pense surtout voyeurisme, mais il ne faut pas oublier qu'à l'heure du numérique, vie privée égale argent. Et éventuellement arnaque aussi. Surtout pas l'oublier. Ok, bon, 83% de bonnes réponses, c'est bien. Petit sondage suivant. Toujours pour voir si tout a bien été assimilé. Alors là, c'est unanime. C'est unanime, ça va, ça veut dire que j'ai été clair, alors ça va. Ça me rassure. Non, c'est une très bonne chose. Donc là, effectivement, le meilleur mot de passe parmi les suivants, ce n'est pas le nom du chat, du chien 00 ou notre date de naissance, c'est bien effectivement une phrase
sur laquelle on aura modifié des lettres en chiffres et en symboles, puisque c'est plus simple à retenir. Et en plus, chacun ses moyens mnémotechniques. Là, on arrive à lire la phrase, normalement. Ça dépend. Pas tout le monde. Tout le monde n'a pas la même logique, encore une fois. Et un petit dernier. Et le dernier. On a très peu parlé, mais il y avait eu une question à ce sujet-là sur un autre type de données. Voilà. Là aussi, c'est unanime. Voilà. Alors, par contre, concernant les données personnelles aussi, sachez que on existe ce qu'on appelle le droit à l'oubli. C'est-à-dire qu'une donnée sur nous qui existe sur Internet, on a le droit de demander à ce qu'elle soit supprimée. Et quand je dis supprimée, c'est qu'elle soit vraiment retirée des serveurs en question. Si vous admettons que vous voulez faire retirer une photo de vous dans un résultat de recherche Google, il faut écrire à Google. Vous faut aller sur le site sur lequel il y a cette image, vous demandez au site. Si le site fait la sourde oreille, vous pouvez contacter la CNIL qui, elle, peut vous accompagner. Si, bien évidemment, vous avez déjà fait la démarche. Voilà, donc nos données, peu importe ce que c'est, que ce soit une photo, que ce soit, etc., quand ça traîne sur un site internet, qu'on sait où ça traîne, on ne voudrait plus que ça y traîne, on a le droit de demander et ils ont l'obligation de respecter ce droit. Ce qui permet, encore une fois, de protéger un peu sa vie privée. Peu importe la raison, on a juste le droit de ne pas avoir envie que quelque chose traîne sous notre nez. Alors, je vois qu'il y a eu quelques petites questions dans le chat encore. Il me reste 4 minutes, je vais tenter d'y répondre. Alors, danger des cookies. Alors, les cookies, peu, en fait, puisque du coup, ce sont juste des fichiers texte qui enregistrent tout ce qu'on fait sur un site internet. Donc, ça va surtout servir pour des publicités, donc connaître nos goûts, nos habitudes, etc. Ça n'empêche pas qu'effectivement, c'est des données qui peuvent être accessibles, mais ça donne pas plus d'infos que juste sur tout ce qu'on aime et les sites qu'on a visités, bien évidemment. Voilà. À quoi sert le RGPD? Le RGPD, il sert à rendre obligatoire le fait que maintenant, tous les acteurs du numérique ont l'obligation légale de nous informer ce qu'ils vont faire de nos données quand ils les collectent. Voilà. Donc, par exemple, les cookies sont des données qui sont utilisées et du coup, ils ont l'obligation de nous demander de les accepter ou de les refuser, puisque les cookies optionnels sont ceux qui vont, c'est la partie du texte en fait qui va se télécharger sur notre machine, qui contient les informations de navigation qu'on a. J'ai l'impression que lorsqu'on enregistre une photo ou un autre document, il est aussi dans le cloud. Ça va dépendre des applications. Si vous avez laissé les paramètres par défaut, par exemple sur la suite Office de Microsoft, ou si vous utilisez des services Apple, c'est très possible qu'effectivement ce soit enregistré dans le cloud. Peut-on créer une double authentification? Alors ça va dépendre des sites. Normalement, pour sécuriser votre compte, si vous allez dans les paramètres de votre compte sur un site internet, si vous la propose, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde, ça peut se dérouler effectivement à ce niveau-là. Quelquefois, nous voyons sur l'ordinateur que nous sommes suivis. Que faut-il faire? Alors là, j'aurais besoin de plus de précision parce que nous sommes suivis. Je ne suis pas sûr de ce que ça peut vouloir dire. Donc Christine, si vous avez un peu plus d'explications sur ce que vous appelez suivi, je pourrais peut-être tenter de répondre. Est-ce que supprimer l'historique à chaque fois nous préserve des arnaques? Pas du tout. Les arnaques, c'est l'historique, ça va concerner uniquement notre machine. Ça va protéger d'autres personnes qui auraient potentiellement accès à notre machine de voir notre historique, c'est tout. Qu'est-ce que la lumière verte en haut à droite du téléphone? La lumière verte en haut à droite du téléphone, généralement, elle s'active quand la caméra est active. Donc, quand vous avez démarré l'application appareil photo. Si c'est bien la lumière à laquelle vous faites référence. Quand on fait des recherches sur son ordinateur, des réponses sont transmises sur le téléphone portable. Oui, parce que vous avez souvent le même compte que vous utilisez sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Donc, tout est lié. PayPal est-il sécurisé? Oui, très bien, même si la double authentification se fait par SMS. Eh ben, j'ai eu du bol, je viens d'avoir une coupure de courant.
Vous êtes toujours Et si avec j'ai nous, de la alors. chance, j'ai encore une connexion. D'accord, ok. Non, mais c'est juste parce que du coup, j'ai mon partage de connexion qui était prêt, j'ai eu une coupure de courant. J'ai du bol. Si on va sur Google en mode privé, cela protège. Non, pareil, la navigation privée ne concerne que la machine. Ça nous protège des autres utilisateurs qui auraient accès à notre machine. Si je vous donne un exemple, la navigation privée, c'est si vous empruntez le téléphone de quelqu'un parce que le vôtre n'a plus de batterie, enfin peu importe, pour faire des recherches, n'importe quoi, si vous mettez en navigation privée, ça va faire trois choses. Ça va, supprimer tous les cookies à la fin de la navigation privée. Ça va ensuite effacer tout l'historique de ce que vous avez fait sur la machine de cette personne et ça va vous déconnecter de tous les comptes sur lesquels vous auriez pu vous connecter, puisqu'on oublie un petit peu de se déconnecter des fois, puisqu'on a l'habitude de rester connecté, parce qu'on a un petit peu la flemme de taper notre mot de passe, soyons honnêtes. Donc non, ça ne protège pas. Le mode privé ne va pas protéger de beaucoup de choses, si ce n'est en fait des yeux indiscrets qui passeraient derrière nous sur la même machine. Voilà. Le stockage des mots de passe sécurisés proposés par Google, est-ce fiable? Alors, tous les grands pontes de l'Internet proposent des stockages de mots de passe. Ça reste des gestionnaires de mots de passe. Mais il faut que ce soit verrouillé par un mot de passe maître, comme je l'expliquais tout à l'heure. Si c'est juste, par exemple, vous utilisez le navigateur Google Chrome, vous enregistrez vos mots de passe dans votre navigateur, si quelqu'un a accès à votre machine, cette personne aura accès à vos mots de passe, sauf si vous avez un mot de passe qui protège ces mots de passe. Ça fait beaucoup de fois mot de passe dans la même phrase là. Alors, attendez, j'avais vu un truc. Pour supprimer les photos éventuelles sur le cloud, comment faire? Il faut voir avec le service cloud en question. Normalement, il faut vous y connecter et les supprimer. Comment sait-on si un traceur est sur notre téléphone? Alors pareil, il faut définir traceur. Parce que traceur, qu'est-ce que je veux dire que si c'est tracé par les GAFAM et autres applications du web, chaque application nous trace un petit peu. Si vous parlez d'un traceur en tant que logiciel malveillant, là, je ne suis pas qualifié pour vous répondre. Comment faire pour la navigation privée? Sur tous les navigateurs Internet que vous avez, que ce soit Google Chrome, Firefox, Edge, Safari, le navigateur Samsung, vous avez un petit menu qu'on appelle un menu hamburger. C'est le petit menu, 3 petits points ou 3 petites barres. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité d'avoir une nouvelle fenêtre privée ou un nouvel onglet privé. Voilà, il ne faut pas hésiter à l'utiliser si vous voulez être tranquille. Ça peut vous laisser déjà. L'avantage, c'est que du coup, ça supprime tous les cookies. Donc, d'une session à l'autre, vous n'aurez pas de publicité ciblée par ces cookies. Donc, voilà. À tracer par un proche, alors là, vraiment, je ne suis pas qualifié. Là, on est dans le hacking. Je ne suis pas du tout hacker. Là, je vous invite à vous rapprocher des communautés, justement, de hackers éthiques pour leur poser la question. Éventuellement, on pourrait trouver ça assez facilement. Quelle est la meilleure protection pour l'ordinateur? Alors, la meilleure protection pour l'ordinateur par rapport à quoi? C'est la grande question. Si vous me parlez de virus, j'ai envie de vous dire que la meilleure protection, c'est le doute raisonnable. Encore une fois, un email qui me propose de télécharger quelque chose alors que j'ai rien demandé, même si ça ressemble à quelque chose que je connais, je doute et je vérifie. Je télécharge rien sans être sûr de l'expéditeur. Je ne vais pas sur des sites qui ne sont pas sécurisés, qui ne sont pas officiels. J'évite les sites qui proposent par exemple des vidéos gratuitement alors que ce sont des vidéos protégées par le droit d'auteur. Tout ce qui va être site de streaming qui ne nous demandent pas d'abonnement mais qui sont bourrés de publicité, des fois de publicité même à caractère pornographique, on évite. Je ne télécharge pas non plus on évite de télécharger des choses qui sont de base payantes en essayant de les avoir gratuitement. Déjà, ça c'est le meilleur moyen d'éviter les virus. Et bien évidemment, quand on reçoit un message de la part de quelqu'un, on évite de télécharger quelque chose sans s'assurer que l'expéditeur nous a bien envoyé quelque chose. Parce que même là encore, si, imaginons, un de mes contacts s'est fait pirater son compte mail, je le connais, c'est un proche, m'envoie un lien avec un truc à télécharger, je fais confiance. Pourtant, ça peut arriver aussi.
Ensuite, qu'avons-nous? Alors, oui, Nathalie, vous vouliez dire quelque chose? On avait une question de Marie-Christine. Faut-il toujours fermer ces applications pour éviter le piratage de mes... Alors, le piratage, ça va pas vraiment changer grand-chose. Par contre, ça risque d'économiser votre batterie et de moins fatiguer votre téléphone. Ça, c'est sûr. Et puis, de toute façon, pour ce qui est des données concernant les géants d'Internet, même quand l'appli est fermée, on les autorise à prendre des données. Voilà, et je réponds du coup à la deuxième question de Marie-Christine. Laisser une application connectée à notre compte n'augmente pas la probabilité de piratage des données. Encore une fois, ces données, si elles sont piratées, elles sont en final accessibles uniquement depuis la machine où vous êtes connecté. Donc, si vous avez le risque de perdre facilement votre téléphone, qu'il n'est pas verrouillé, que vous n'avez pas de code de verrouillage et que vous avez connecté à tout, le risque est plus grand que si déjà vous avez un code pour bien verrouiller votre téléphone, même si vous le perdez. Différence entre compte Microsoft, Google, Samsung et OneDrive. Ça reste la même chose, sauf que c'est chez des prestataires différents. La différence, c'est par exemple un compte Microsoft qui va vous servir pour, si vous avez Office, pour votre compte Windows, pour votre compte Hotmail, enfin anciennement Hotmail, maintenant c'est Outlook. Par exemple, s'il y a des joueurs pour votre compte Xbox, le compte Google, il va vous servir pour tous les services Google, de YouTube à Google Maps, en passant par l'agenda et votre téléphone Android. Le compte Samsung, moi personnellement, j'en ai jamais utilisé parce que j'ai déjà un compte Google, donc je vois pas l'intérêt. Et OneDrive, ça va être un hébergement en ligne uniquement. Ça va être comme Google Drive, mais chez Microsoft. Donc, ça va me permettre de stocker des fichiers en ligne. Est-ce que si on refuse des cookies, on n'a pas de renseignements? Alors, c'est pas qu'on n'aura pas de renseignements, il n'y aura pas d'informations sur nos goûts. Par contre, on aura toujours des publicités, mais elles seront un peu moins ciblées. Donc, du coup, ce ne sera pas forcément, pas forcément dérangeant. On aura toujours des pubs, mais on sera peut-être un peu moins frustré de ne pas pouvoir s'acheter ce qu'il y a dans les pubs. Alors, pareil, pourquoi conseiller un mot de passe phrase modifiée au lieu de nous mettre tous les mots de passe sur Krivit? Alors, je ne connais pas Krivit, mais si Krivit, vous pouvez mettre tous vos mots de passe, mais que du coup, vous n'avez pas besoin d'un mot de passe particulier pour y accéder, alors du coup, je vous invite à éventuellement prendre un autre gestionnaire de mots de passe, puisque encore une fois, là, je proposais un mot de passe qui, lui, pourrait servir justement de mot de passe maître pour un gestionnaire de mots de passe. Et je vois comment mettre un code à 6 chiffres au lieu des 4 actuels. Ça, c'est dans les paramètres de votre téléphone. Normalement, peut-être qu'une mise à jour du téléphone peut être intéressante si jamais vous n'avez pas la possibilité. Sinon, vous pouvez faire double emploi. Vous pouvez faire et un code à 4 chiffres et un schéma, par exemple. Alors pareil, les schémas, on évite de dessiner la première lettre de son prénom ou de son nom. Parce que ça aussi, c'est un truc très courant et du coup, c'est assez simple. Les abonnements pour protéger nos données ordinateurs sont-ils fiables? Alors ça va être du cas par cas. Je ne peux pas répondre ni oui ni non à cette question, puisque tout dépend de ce qu'on appelle protéger nos données. Là est la même chose. C'est toujours le même problème. Qu'est-ce qu'on appelle protéger nos données? Je fais un petit saut dans le chat. Regardez. Non, plus d'autres questions dans le chat. Très bien, très bien. Question, Albin. Voilà, parfait. France Connect, très très bien. Très très bien, très pratique. Par contre, encore une fois, France Connect, il faut avoir des mots de passe vachement bateaux. Là, on est sur vraiment de la donnée personnelle. On est sur le site des impôts, la Sécu, la CAF, tout ça. Donc non, ça, clairement, il faut des mots de passe en béton armé. Là. Donc France Connect, il faut que le mot de passe il soit 400% efficace. Vraiment compliqué, voilà. Et limite, celui-là, à la rigueur, on en fait un spécial rien que pour ça. Très bien. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va clore cette rencontre. Donc, merci beaucoup, Albin, pour votre conférence. On a eu pas mal de remerciements dans le chat et pas mal de commentaires. Les gens semblaient satisfaits. Vous allez avoir
de satisfaction qui va vous être envoyé juste à la fin de ce webinaire. Vous pouvez Ouais. également vous inscrire aux prochaines conférences via le lien qui est disponible dans le fil de discussion Mmh. et le replay vous sera envoyé également par mail dès la fin de ce webinaire. Voilà, donc merci beaucoup à tous pour Et votre et participation. et je me permets juste de terminer pour vous rappeler aussi que là, vous pouvez télécharger, une petite ressource avec des liens dedans que je vous avais préparés, qui du coup sont ceux dont j'ai parlé pendant ce webinaire, il y en a 2-3 dont j'ai pas parlé, je vais très, très rapidement. Il y en a un qui permet de vérifier si son adresse email a fuité dans une base de données. Alors, c'est pas grave en soi, mais ça peut expliquer qu'on reçoive plein de mails, un peu pourris. Et il y en a un c'est Est-on unique et donc identifiable, qui en fait vous dit si oui ou non, ne serait-ce qu'avec juste votre téléphone, votre ordinateur, votre machine est unique et est donc identifiable sur internet parce qu'elle est différente des autres. Par exemple, vous n'avez pas exactement les mêmes applis que votre voisin, donc vous n'avez pas les mêmes téléphones. Voilà, ce genre de choses. Et cette fameuse enquête sur les arnaques et une petite enquête sur les arnaques à la double authentification dont je vous parlais tout à l'heure, ainsi que le gestionnaire de mots de passe et des sites pour tester ces mots de passe. Voilà. Merci beaucoup de toutes ces précisions, Albin. Donc oui, effectivement, vous pouvez retrouver Et je ce vous en prie. document qui se trouve juste en bas à droite de votre écran. Voilà. Je vous remercie tous et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.